J'ai divorcé et je suis parti vivre à l'étranger. Mon ex-femme a immédiatement épousé son nouveau compagnon, un grand mariage, 200 invités, tout ce dont elle avait toujours rêvé. J'étais à 6000 kilomètres de là, en train de reconstruire ma vie dans la paix. Mes propres enfants ne comprenaient pas. Mon fils l'a défendu, me traitant d'homme amer. Ma fille était la seule à voir la vérité. Puis, lors de sa réception, un invité s'est levé et a prononcé une seule phrase qui a tout dévoilé. La vidéo est devenue virale. 3 millions de vues en 24 heures. Son mariage parfait s'est effondré en temps réel. 8 heures plus tard, elle m'a appelé, hurlant, complètement hors de contrôle. Merci d'être ici. J'apprécie vraiment votre présence. Une petite question avant de commencer, d'où regardez-vous cette vidéo? Laissez votre localisation dans les commentaires, j'aimerais beaucoup le savoir. Je vous préviens, cette histoire contient des éléments romancés à des fins éducatives et pour plus d'impact. Toute ressemblance avec des personnes ou des lieux réels est fortuite, mais croyez-moi, les leçons, la vérité derrière tout cela, sont 100% réelles. Maintenant, allons-y. Je m'appelle Laurent Dubois, j'ai 56 ans, et voici l'histoire de comment j'ai appris que parfois, la chose la plus forte que l'on puisse faire est de partir. Tout a commencé à Neuilly-sur-Seine, dans une maison qui semblait parfaite de l'extérieur. Un hôtel particulier estimé à 3,2 millions d'euros, façade en pierre de taille, vue sur la Seine, intérieur décoré comme dans un magazine. Mon ex-femme, Valérie, l'avait rendu magnifique. Elle était douée pour ça, décoratrice d'intérieur pour la haute société parisienne. Elle avait un don pour rendre les espaces parfaits et les gens minuscules. J'ai passé 30 ans dans ce mariage. 30 ans à regarder les standards changer chaque fois que j'étais sur le point de les atteindre. Le salon redécoré 3 fois en 2 ans parce que l'esthétique ne reflétait plus qui nous étions. Mon fauteuil préféré a disparu au garde-meuble sans discussion. Lors des dîners mondains, elle grimaçait quand je choisissais le mauvais vin, puis en riait avec les invités pendant que je me sentais tout petit. À la 28e année, je dormais dans mon bureau. À la 29e année, j'avais arrêté d'essayer de deviner quelle version de la perfection elle voulait. Je savais juste que j'échouais à l'incarner. Nous avions 2 enfants. Camille, 27 ans, expert comptable judiciaire à Lyon, vive d'esprit, avait percé le jeu de sa mère il y a des années. Thomas, 24 ans, analyste financier à la Défense, intelligent mais totalement sous l'emprise de la version de Valérie où j'étais le problème, froid, distant, émotionnellement indisponible. C'étaient ces mots dans la bouche de mon fils. L'infarctus est arrivé le 23 octobre. Mineur mais bien réel. J'étais dans la cuisine. Valérie faisait repeindre un mur d'accent, expliquant pourquoi le beige précédent faisait le promoteur immobilier et que le nouveau beige était le sophistiqué. Ma poitrine s'est serrée, cette sensation d'étau dont on parle toujours. J'ai conduit moi-même jusqu'aux urgences de l'hôpital américain. Valérie ne pouvait pas venir, le peintre avait besoin de supervision. Le cardiologue a utilisé le mot stress 14 fois. J'ai compté. Il s'est reculé, a regardé mon dossier, puis moi, Monsieur Dubois, votre cœur vous envoie un message. Écoutez-vous? J'écoutais. Allongé dans ce lit d'hôpital, fixant les murs beiges, j'ai réalisé quelque chose. Je pourrais mourir dans cette maison, et Valérie ne le remarquerait que lorsque mon corps bloquerait l'accès à son dressing. Ce n'est pas de l'amertume. C'est la vérité. Nous avions cessé de nous voir comme des personnes il y a des années. Pour elle, j'étais un accessoire qui sortait constamment de son rôle. Camille est venue à l'hôpital, m'a tenu la main, n'a pas dit grand-chose. Thomas a appelé, bref, distant, a demandé si ça allait. J'ai dit oui. Il a dit bien et a raccroché. J'entendais Valérie en arrière-plan, toujours si théâtrale. L'infirmière à ma sortie était gentille, elle avait ce regard que les soignants ont quand ils savent que le vrai problème n'est pas dans le dossier médical. Prenez soin de vous, Monsieur Dubois, a-t-elle dit doucement. Vous êtes le seul à pouvoir le faire. En rentrant, j'ai fait un détour par Paris, regardant le coucher de soleil dorer les bâtiments haussmanniens. J'avais bâti une entreprise de logiciels ici, vendue il y a 2 ans pour 8,5 millions d'euros. J'avais créé quelque chose de réel, quelque chose qui fonctionnait. Mais je ne pouvais pas construire un mariage qui ne m'obligeait pas à disparaître. Ce soir-là, Valérie a frappé à la porte de mon bureau. Tu viens au lit?
Tu travailles, a-t-elle demandé. J'ai dit oui. Elle a soupiré, ce soupir particulier qui signifiait la déception, et est partie. Je me suis allongé sur le canapé en cuir, la main sur la poitrine, sentant mon cœur battre, toujours là, toujours en marche. La question était simple, voulais-je survivre ou voulais-je vivre? L'infarctus était mineur. Le réveil a été brutal. Allongé dans ce lit d'hôpital, j'avais réalisé que j'avais passé 3 décennies à me faire plus petit pour que Valérie puisse briller plus fort. Mon corps venait de me donner un avertissement que je ne pouvais ignorer. Le choix m'appartenait. Les papiers de sortie ont pris 20 minutes. J'ai signé chaque page soigneusement, ma main plus stable qu'elle ne l'avait été depuis des années. En sortant dans la lumière d'octobre, j'ai réalisé que j'avais déjà pris la décision. Je ne l'avais simplement pas encore exécutée. Valérie est venue me chercher, a parlé tout le trajet de l'incompétence des peintres, de la façon dont le mur d'accent n'était toujours pas correct. J'ai regardé les rues de Neuilly défiler par la fenêtre et j'ai su que j'étais déjà parti. Ce soir-là, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à planifier, comme je l'avais fait pour chaque affaire commerciale, méthodiquement, silencieusement, ne laissant rien au hasard. 6 mois. C'est ce que je me suis donné. De novembre à janvier. La vente de l'entreprise de logiciels m'avait laissé 4,2 millions d'euros après impôts. J'ai créé une structure de donation-partage irrévocable. 2,1 millions pour Camille, à son nom uniquement. Valérie ne pouvait pas y toucher. 850 000 euros sont allés sur des comptes séparés, légaux, documentés, liquides, des placements internationaux. Mes revenus passifs couvriraient 55 000 euros par an. Les dépenses à Lisbonne seraient de 3 500 euros par mois. Les calculs étaient bons. La maison était plus délicate. Estimée à 1,3 million hors prêt, après refinancement. J'ai refinancé. J'ai retiré 890 000 euros en liquidité. Valérie a signé là où je lui ai dit de signer. Elle ne posait jamais de questions. L'argent, c'était mon travail. Être invisible, c'était mon travail. Maintenant, la maison avait 410 000 euros d'équité et une hypothèque de 890 000 euros attachée. Je lui ai laissé la maison, les voitures, les meubles, tout ce qu'elle avait perfectionné, et la dette qui allait avec. Le statut de résident non habituel, RNH, au Portugal nécessitant des preuves de revenus passifs ou de retraite, je me suis qualifié facilement. J'ai trouvé un appartement en ligne, quartier de l'Alfama, vue sur le Tage, 1 200 euros par mois, mis en place une banque internationale, une assurance santé, appris assez de portugais pour commander un café. En décembre, j'ai tout dit à Camille lors d'un dîner. J'ai tout exposé, la donation, le plan, la date. Elle a écouté, puis a serré ma main. Papa, tu aurais dû faire ça il y a des années. Je sais. Thomas va péter les plombs. Je sais ça aussi. Elle a tracé le bord de son verre de vin. Je gérerai les choses ici. Il finira par comprendre. Je n'ai rien dit à Thomas. À 24 ans, il croyait encore à la version de la réalité de sa mère. Peut-être qu'il en avait besoin. La demande de divorce a été déposée discrètement par mon avocat. Valérie serait notifiée après mon départ. Le 15 janvier est arrivé comme n'importe quel mardi. 5 heures du matin. Je me suis habillé dans l'obscurité, j'ai descendu 2 valises. 30 ans tenaient dans 2 sacs. J'ai laissé les papiers du divorce sur le comptoir de la cuisine sous une tasse à café. Les clés de la maison dessus. Une note, tout est à toi. Je suis parti. L'hypothèque est à jour. Laurent. Le Uber est arrivé à 5h30. Pas de cérémonie. J'ai juste fermé la porte et je suis parti. À l'aéroport Charles de Gaulle, j'ai appelé Camille. C'est fait. Bien. Envoie un SMS quand tu atterris. Prends soin de ton frère. Toujours. Le vol était direct. 2h30 au total. Quelque part au-dessus de l'Espagne, en buvant un mauvais café d'avion, j'ai regardé le lever du soleil peindre les nuages en or. Ma poitrine ne me faisait pas mal. Je ne portais plus le poids de 30 années. Au moment où Valérie a trouvé ma note, j'étais au-dessus des Pyrénées. Camille appellerait, et expliquerait ce qu'elle pouvait. Thomas serait en colère, mais j'avais passé 3 décennies à essayer d'être assez bien pour Valérie.
Je ne passerai pas un jour de plus à prouver ma valeur à qui que ce soit. 6 mois plus tard, son nouveau mariage forcerait un autre choix, protéger mon fils ou rester silencieux. J'ai choisi la vérité. Le matin, Lisboète est arrivée avec les cloches des églises et l'odeur de l'expresso montant du café de Pedro en bas. 5 mois plus tard, j'avais construit une routine que je ne reconnaissais pas, dans le meilleur sens du terme. Pas de réveil, pas de performance, personne pour me demander d'être plus petit. Mon appartement dans l'Alfama avait des tuiles en terre cuite et un balcon donnant sur le Tage, où les navires passaient comme s'ils avaient quelque part où aller. Le matin, je nageais à Belém, puis je marchais jusque chez Pedro pour le petit déjeuner. Il avait la soixantaine, patient avec mon portugais. Il ne m'a jamais interrogé sur mon passé. C'est ce que j'aimais à Lisbonne. Personne ne se souciait de qui vous étiez avant. Je m'étais mis à la peinture, mal d'abord, puis moins mal. J'avais rejoint un cours d'art le mardi à Graça. Ma tension artérielle avait chuté à 11/7. Je dormais 8 heures par nuit. J'avais perdu 7 kilos sans essayer. Les 850 000 € étaient gérés de manière conservatrice. Les dépenses s'élevaient à 3 400 € par mois. J'étais à l'aise, content même. Camille appelait tous les dimanches. Elle s'épanouissait à Lyon, promue 2 fois. Thomas n'avait pas appelé une seule fois. Camille disait qu'il avait besoin de temps. Je lui ai laissé de l'espace. Ce mardi de juin, je dessinais des toits chez Pedro quand mon téléphone a vibré. Un message privé Instagram de Marc Tessier. Un ami d'école de commerce perdu de vue depuis 20 ans. Sa photo de profil le montrait grisonnant, tenant un Golden Retriever, l'air satisfait. Le message était court, « Salut Laurent, c'est peut-être déplacé, mais je pensais que tu devrais savoir. Valérie se remarie le mois prochain. Un type nommé Maxime Delacroix, propriétaire de restaurants autour de Paris. Grand mariage dans un vignoble en Provence. Je me suis dit que tu voudrais être au courant. Prends soin de toi. » Je l'ai lu 2 fois. J'ai posé mon téléphone. J'ai pris mon expresso. Je n'ai ressenti que de la curiosité, comme on est curieux d'un film qu'on a quitté au milieu. J'ai répondu « Merci pour l'info. Je vais bien. Vraiment bien. » Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable. L'Instagram de Maxime Delacroix était public. 300 000 followers. 3 restaurants, le Delacroix, la maison Maxime, Bella Vista. Des photos de voitures de luxe qui changeaient à chaque poste, des costumes de créateurs, Valérie à son bras lors d'événements caritatifs. Annonce des fiançailles, quand on sait, on sait. Lieu du mariage tagué, domaine Château Valmy en Provence. J'ai fait défiler, mon cerveau de PDG faisant ce qu'il faisait le mieux, chercher des motifs. Vérifier les fondations. 3 restaurants en 18 mois. Expansion agressive. Nécessiter un capital massif ou un endettement sérieux. J'ai consulté les registres du tribunal de commerce sur infogreffe et paper.fr. Documents publics. Le groupe Restauration Delacroix SAS affichait un chiffre d'affaires apparemment solide de 12 millions annuels, mais l'état des endettements racontait une autre histoire. Ligne de crédit maxée, 2,3 millions auprès d'une banque, 1,8 auprès d'une autre, financement d'équipements entièrement utilisés. Puis les privilèges au greffe, nantissement de fournisseurs, distributeurs alimentaires, fournisseurs de vin déposant des injonctions de payer pour factures impayées. Je me suis adossé à ma chaise, regardant les touristes passer devant chez Pedro, leur rire se mêlant aux conversations portugaises que je comprenais à moitié. L'empire de Maxime semblait impressionnant en surface. Esthétique parfaite, style de vie, photos, récit de succès. Mais j'avais passé 30 ans à analyser des affaires, à repérer les écarts entre les affirmations et les preuves. Les chiffres ne collaient pas. Des projections de revenus qui ne correspondaient pas au coût d'expansion. Des lignes de crédit qui hurlaient des problèmes de trésorerie. Des fournisseurs non payés. La fondation de Maxime n'était pas seulement faible. Elle s'effondrait, et Valérie était sur le point de s'y attacher. 2 jours après le message de Marc, je creusais encore. Non pas parce que je voulais que Valérie souffre. J'avais dépassé cela. Mais le nom de Thomas continuait d'apparaître sur les réseaux sociaux de Maxime, photo taguée, légende l'appelant mon garçon d'honneur et frère d'une autre mère. Mon fils était sur le point d'endosser publiquement une fraude. J'avais passé 30 ans à lire des bilans. On apprend à voir ce qui manque,
pas seulement ce qui est là. Les dépôts publics de Maxime Delacroix peignaient un tableau. Les écarts entre eux en peignaient un autre. Les registres montraient 3 SARL. Le Delacroix ouvert en 2022 revendiquait 4,2 millions de Canada. La maison Maxime a suivi début 2023, 3,8 millions. Bella Vista fin 2023, 4 millions. Total 12 millions par an. Chiffres impressionnants. Puis j'ai sorti les états de nantissement où les prêteurs enregistrent leurs garanties. Ligne de crédit entreprise avec la BNP, 2,3 millions, plafond atteint. Financement matériel avec Crédit Bail, 1,8 million, plafond atteint. Caution personnelle sur les deux. Les registres montraient des privilèges de fournisseurs. Distributeurs alimentaires du 280 000 euros. Fournisseurs de vin poursuivants pour 95 000 euros. Ce n'étaient pas des tactiques de négociation. C'étaient des gens qui n'étaient pas payés. Le procès était public. Antoine Weber contre Maxime Delacroix, déposé le 20 avril 2024. Weber prétendait s'être associé à Maxime en 2022, investi 800 000 euros pour lancer le Delacroix. 6 mois plus tard, Maxime l'avait racheté pour la moitié de cette somme, puis utilisé les contacts de Weber et l'investissement restant pour ouvrir les 2 autres lieux. Structure de cavalerie classique, utiliser l'argent frais pour payer les vieilles dettes, continuer à s'étendre avant que quiconque ne remarque que les fondations sont en sable. Je me suis reculé de mon ordinateur. À travers les portes de mon balcon, Lisbonne s'étirait dans la lumière de l'après-midi. Quelque part à Paris, Maxime postait des photos de voitures de luxe et de champagne de fiançailles. Et quelque part à La Défense, mon fils pensait que cet homme valait la peine d'être imité. Mon téléphone a sonné. Camille. Papa, j'ai aussi enquêté sur ce type, Maxime, et c'est pire que ce que tu as trouvé. J'ai passé sa structure d'entreprise dans un logiciel de jury comptabilité qu'on utilise au travail. Écart de revenus sur les 3 sites. Il déclare 12 millions aux investisseurs mais en réalise probablement 6, peut-être 7. Le reste, c'est de la fiction comptable. Combien d'investisseurs? 15, surtout des amis et de la famille. Cagnotte totale d'environ 2,7 millions. Certaines de ces personnes ont hypothéqué leur maison pour investir avec lui. J'ai fermé les yeux. 15 familles sur le point de tout perdre parce qu'elles avaient fait confiance au mauvais sourire. Il y a plus, a dit Camille. Thomas n'est pas juste un invité. Il se tient là-haut comme garçon d'honneur. Son cabinet est conservateur, papa. Si ça devient public avec Thomas sur les photos de mariage à côté de Maxime, ils remettront en question son jugement. Exactement. J'ai essayé de lui glisser des inquiétudes la semaine dernière. Il m'a rembarré. Il a dit que j'étais paranoïaque. Il a dit que je parlais exactement comme toi. Ça a fait plus mal que je ne l'attendais. Camille, je ne peux pas contrôler ce que fait Valérie, mais Thomas est sur le point de commettre une erreur très publique. La date du procès pour le litige Weber est en août, 1 mois après le mariage. Quand ça sortira aux infos, tout le monde sur ces photos devra répondre à des questions. Après avoir raccroché, je suis resté sur mon balcon à regarder le Tage attraper la lumière du soir. Je ne pouvais pas arrêter le mariage. Je ne pouvais pas forcer Thomas à voir ce qu'il n'était pas prêt à voir. Mais je pouvais m'assurer que la vérité est une voix quand cela compterait le plus. J'ai fait défiler mes contacts, trouvé un nom que je n'avais pas appelé depuis une décennie. Philippe Martin, organisateur d'événements basés en Provence. Il y a 10 ans, j'avais aidé à restructurer son entreprise alors qu'il se noyait sous les dettes. Il m'avait dit, si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, appelle. J'ai appelé. Philippe, c'est Laurent Dubois. Pause. Laurent. Ça fait des années. Comment vas-tu? Je vais bien. Je vis au Portugal maintenant. Écoute, j'ai besoin d'une faveur. J'ai besoin qu'un nom soit ajouté à une liste de prestataires de mariage. Quelqu'un avec de la prestance. Quelqu'un qui peut poser des questions dans une salle remplie de gens qui ont arrêté d'en poser. Silence, puis un rire bas. Tu sais, Laurent, je crois que je connais exactement la personne qu'il faut pour ça. Le même après-midi, nous sommes passés en vidéo. Le bureau de Philippe avait vu sur les vignes, des étagères tapissant les murs. Il ressemblait à quelqu'un qui avait survécu à l'échec et en avait tiré des leçons. Je connais l'organisatrice du mariage au château Valmy, Élise Perrault.
Nous collaborons régulièrement. À quoi penses-tu? J'ai expliqué, pas de sabotage, juste des questions. Quelqu'un de crédible qui pourrait soulever des doutes publiquement sans hostilité. Philippe s'est penché en arrière. Maître Charles Verdier, ancien bâtonnier, 72 ans. Il fait du travail de témoin expert. Les jurys lui font confiance instantanément. Une présence imposante, n'a jamais besoin d'élever la voix. Peux-tu le faire entrer? Je l'ajouterai comme mon +1 sur la liste de liaison des fournisseurs. Histoire de couverture, vieil ami de la famille qui se trouvait dans la région. Je me porterai garant personnellement. Élise approuvera un créneau pour un toast. Quelque chose sur le fait d'honorer les traditions. Je lui ai envoyé les dossiers, les documents du procès, la chronologie. Charles les tisserait dans des questions, pas des accusations. Faire réfléchir les gens, pas réagir. Charles est doué pour ça, a dit Philippe. La vérité sans hostilité. Il s'en chargera. Après avoir raccroché, j'ai ressenti quelque chose de calme. Un but, le genre qui vient du fait de protéger quelqu'un qui ne sait pas qu'il en a besoin. 3 jours plus tard, mon téléphone a sonné pendant que je cuisinais le dîner. Soirée Lisboète chaude, porte du balcon ouverte sur les bruits de la rue en contrebas. Le nom de Thomas m'a arrêté net. Premier appel depuis janvier. Papa. Formel, distant, comme si j'étais quelqu'un qu'il connaissait à peine. Thomas, je t'appelle parce que je pense que tu devrais savoir. Je suis témoin au mariage de maman. Maxime me l'a demandé personnellement. C'est un honneur. J'ai éteint la cuisinière. Camille l'a mentionné. C'est un homme bien, papa. Il a réussi, il traite bien maman. Il est tout. Il s'est arrêté. Tout ce que tu n'étais pas flottait dans le silence. Je suis content que ta mère soit heureuse. Vraiment? Parce qu'on dirait que tu as juste tourné le dos à tout, à nous? J'ai serré la rambarde du balcon. J'ai quitté un mariage qui détruisait ma santé. Pas toi ni ta sœur. Tu as laissé une note, papa. Comme si tu démissionnais d'un job. Ça a frappé fort. Thomas, je sais que tu es excité par ce mariage. Promets-moi juste une chose. Quoi? Sois attentif. Tu es bon dans ton travail parce que tu vérifies les données. Tu contrôles les sources. N'arrête pas de le faire parce que c'est la famille. Silence, puis défensif. Qu'est-ce que c'est supposé vouloir dire? Les gens qui réussissent ne sont pas toujours ce qu'ils paraissent. Pose des questions. Regarde les fondations. Non, je n'ai pas besoin de conseils de carrière. Maxime est solide. Il a construit quelque chose de vrai. J'espère que tu as raison. Je dois y aller. Le dîner de répétition est dans quelques jours. Thomas. La ligne a coupé. Je suis resté à regarder les navires traverser le Tage. Mes pattes étaient froides. La soirée était toujours belle, mais ma poitrine était serrée d'une manière qui n'avait rien à voir avec mon cœur. Camille a envoyé un SMS, il t'a appelé. Oui. Je suis désolé. Il comprendra un jour. Après 3 semaines, Charles a eu son briefing. Philippe a géré la logistique. J'étais à 6000 km de là où le chaos de Valérie ne pouvait pas m'atteindre. Tout ce que je pouvais faire, c'était attendre. 17 juillet 2024, 3 jours avant le mariage. Pendant que Valérie et Maxime répétaient leurs vœux en Provence, je prenais mon café du matin à Lisbonne. Camille envoyait des mises à jour tout au long de leur soirée, son après-midi, ma nuit. 18h47 France, 17h47 Lisbonne. Arrivé au domaine. Valérie a l'air nerveuse, continue de tout ajuster. Maxime travaille la salle à fond. Beaucoup d'assurance, peut-être trop. 19h15 France. Le toast de Thomas pendant le dîner, tout sur les nouveaux départs et à quoi ressemble le vrai succès. Ne t'a pas mentionné une seule fois. 19h52 France. Papa, Maître Charles Verdier vient d'arriver. Il est parfait. Mi-70 ans, cheveux gris, ressemble au grand-père distingué de quelqu'un. Son costume coûte probablement plus cher que ma voiture. 20h10 France. Charles s'est présenté à Maxime comme un vieil ami de la famille qui connaissait la tante de Valérie il y a des années. Fiction complète,
mais il le vend magnifiquement. Maxime a tout gobé. Lui a serré la main, l'a accueilli chaleureusement. 20h34 France. L'organisatrice a demandé à Philippe à propos de Charles. Philippe s'est porté garant. Charles et moi remontons à loin. Homme merveilleux, très traditionnel. A demandé s'il pouvait porter un toast, quelque chose sur l'honneur des vieilles amitiés. Élise a approuvé. On y est. 21h01 France. Valérie vient de parler à Charles pendant 10 minutes. Elle a eu l'air confuse pendant peut-être 3 secondes. Ne se souvient d'aucune tante, puis a juste souri et a joué le jeu. Tu sais comment elle est. N'admet jamais qu'elle ne sait pas quelque chose. Charles la charme complètement. 21h45 France. Dîner terminé. Charles socialise comme s'il avait fait ça 100 fois. Maxime détendu maintenant, boit du vin, bras autour de Valérie. Il n'a aucune idée. Papa, Thomas va être anéanti demain. Tu es sûr de ça? Mon téléphone a sonné. Il était tard à Lisbonne. J'ai décroché sur le balcon, les lumières de la ville se reflétant sur le Tage en contrebas. Camille chuchotait depuis un parking. Charles a été impeccable. Il a raconté des histoires sur la vieille époque qui étaient complètement inventées mais semblaient si spécifiques que les gens l'ont cru. Maxime ne soupçonne rien, trop occupé à être le centre de l'attention. Thomas m'a coincé, a dit que Maxime est son modèle de réussite. Détail de demain, cérémonie en extérieur 16h. Réception 17h30. Toast vers 18h15. Temps parfait, dégagé, 28 degrés Celsius, coucher de soleil pendant la réception. Charles passe après les discours de la famille avant la danse. Dernière chance de faire marche arrière. Camille, la vérité n'est pas quelque chose dont on se retire. J'enregistrerai tout. Je ne regarderai pas en direct. Prends juste soin de Thomas après. Il aura besoin de toi, toujours. Après avoir raccroché, j'ai essayé de dormir. Impossible. À 4 heures du matin, je marchais dans les rues étroites de l'Alfama. Sûr à 7 heures. Les locaux me connaissaient. Hochaient la tête sur mon passage. La culpabilité a fait surface dans le calme avant l'aube. Était-ce pour protéger Thomas ou punir Valérie? Réponse honnête, les deux, peut-être. Mais aussi 15 familles perdant 2,7 millions, des fournisseurs non payés. Des employés sur le point de perdre leur emploi quand l'empire de Maxime s'effondrerait. Ce n'était pas de la vengeance. C'était de la responsabilité. Je suis rentré chez moi alors que le lever du soleil peignait le Tage en cuivre et or. J'ai envoyé un SMS à Camille. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, toi et Thomas vous aurez toujours l'un l'autre, et moi quand il sera prêt. Le jour du mariage est arrivé. Camille a envoyé des photos tout au long de la journée. Valérie en soie ivoire, Maxime en bleu nuit, Thomas Fier à leur côté, 200 invités témoins de la perfection. La cérémonie s'est déroulée sans accroc. Vœux, alliances, baisers, applaudissements. Puis vint la réception, les discours. Thomas a parlé en premier, louant la vision et le succès de Maxime. Puis la parole fut ouverte pour des toasts supplémentaires. 18h-14h française. 17h14 à Lisbonne. J'étais éveillé, mais je ne regardais pas. Camille me raconterait plus tard. En ce moment, dans un vignoble en Provence, Charles Verdier se tenait devant 200 personnes avec un micro à la main. Mais d'abord, Thomas a parlé. Camille m'a envoyé la vidéo après. Mon fils se tenait au micro, ému, sincère. Maxime Delacroix représente tout ce que j'aspire à devenir. En moins de 2 ans, il a bâti un empire, 3 restaurants florissants, respectés dans la communauté, et maintenant marié à ma mère, qui mérite le monde. Il m'a montré à quoi ressemble le vrai succès, confiance, vision, engagement. À Maxime et Valérie, que votre partenariat soit aussi fort que vos réussites individuelles. Applaudissements, verre qui teinte. Valérie essuyait des larmes de joie. Maxime hochait la tête, satisfait. Quand je l'ai regardé plus tard, ma poitrine me faisait mal pour l'innocence de mon fils. Et c'est là qu'un homme de 72 ans que la plupart des gens ne reconnaissaient pas s'est levé et a marché vers le micro. Ce que vous allez entendre est le moment où tout a changé. Commentez ci-dessous, avez-vous déjà vu la vérité détruire la façade soigneusement construite de quelqu'un?
Parce que c'est exactement ce qui s'est passé ensuite. Mon fils se tenait là, louant une fraude. 200 invités allaient apprendre pourquoi. Petite note, ce qui suit inclut des éléments dramatisés pour l'impact narratif. Si ce n'est pas pour vous, n'hésitez pas à arrêter ici. Mais si vous voulez la vérité derrière la façade. Élise Perrault, l'organisatrice du mariage, nous avons un dernier orateur, maître Charles Verdier, un ami de la famille. Une onde de confusion. Qui? Mais Élise souriait, Philippe hochait la tête de manière rassurante depuis sa table de prestataire. Charles s'est levé d'une table près du fond, s'est approché du micro avec une autorité sans hâte. Costume gris impeccable, yeux bienveillants. La présence de quelqu'un habitué aux salles de conseil et aux tribunaux. Il a tenu le micro, a laissé le silence s'installer aux techniques professionnelles. L'attention de la salle s'est verrouillée sur lui. Il avait du poids. Bonsoir à tous. Je m'appelle Charles Verdier, et je connais des familles comme celle-ci. Des familles qui valorisent les apparences, le succès, les beaux mariages. Depuis de nombreuses années. Je voulais prendre un moment pour célébrer cette union, mais aussi pour parler de quelque chose que je crois profondément important, les fondations. Il a fait une pause, a souri chaleureusement. Les invités se sont penchés. Valérie, tu es absolument radieuse ce soir. Maxime, tu as clairement construit quelque chose d'impressionnant. 3 restaurants en 18 mois. C'est une expansion remarquable. En tant que personne ayant passé des décennies dans les affaires et le droit, je dois admettre que cela me rend curieux. Son ton a changé, toujours chaleureux, mais inquisiteur. Comment quelqu'un ouvre-t-il 3 établissements aussi rapidement sans financement bancaire traditionnel? J'ai regardé les registres publics. Vous comprenez, la prudence est dans ma nature. Vos lignes de crédit d'entreprise sont complètement saturées. Il y a des nantissements fournisseurs déposés au greffe. Un ancien associé a un procès en cours réclamant 2,7 millions d'euros pour fraude aux investisseurs. Ce ne sont pas des secrets. Ce sont des documents publics. N'importe qui peut les trouver. Les invités ont commencé à bouger, mal à l'aise. Les téléphones sont sortis. Mais d'après mon expérience, la plupart des gens ne regardent pas. Nous voyons le style de vie, la confiance, les belles photos. Nous oublions de poser des questions sur les fondations. Nous oublions qu'une croissance aussi rapide signifie généralement l'une des 2 choses suivantes, soit des réserves de capital extraordinaires, soit des arrangements créatifs avec l'argent des autres. Le visage de Valérie s'est figé. La mâchoire de Maxime s'est serrée. Thomas avait l'air hébété. J'ai déjà vu ce schéma. Il faut généralement 3 à 6 mois pour que la fondation s'effondre complètement. Les investisseurs, je crois qu'il y en a 15, surtout des amis et de la famille. Ce seront eux qui resteront quand cette façade tombera. Une longue pause. Il a regardé directement Valérie. Alors, j'aimerais porter un toast à Valérie et à sa seconde chance au bonheur. À Maxime, dont l'empire semble magnifique de l'extérieur. Que votre avenir soit aussi solide que les fondations sur lesquelles vous l'avez bâti. Puissiez-vous tous 2 recevoir exactement ce dans quoi vous avez investi, car d'après mon expérience, la vérité finit toujours par faire surface. Ce n'est qu'une question de temps. Il a levé son verre à la vérité et au courage de la chercher. Silence complet, suffocant, puis le chaos. Les invités ont sorti leur téléphone, les doigts volants sur les écrans. Les recherches Google éclairant les visages dans le crépuscule. Le visage de Maxime est devenu écarlate. Il a avancé vers Charles. Élise s'est précipitée. Valérie est restée figée, puis a couru vers le bâtiment, ses talons claquant sur la pierre. Les caméras des téléphones capturaient tout. Les garçons d'honneur échangeaient des regards confus. Thomas se tenait là, son monde basculant. Mon téléphone a sonné à minuit passé. J'ai fixé le nom de Valérie pendant 3 sonneries. J'ai répondu, sa voix tremblante, fureur et panique tressées ensemble. C'est toi qui as fait ça. Tu l'as planté là. Tu as détruit. Je l'ai laissé finir. Les accusations, la rage, la trahison. Quand elle a finalement manqué de mots, j'ai parlé doucement. Valérie, je suis assis sur un balcon à Lisbonne. Il est minuit passé. Je ne sais pas qui est cet homme ni pourquoi il a dit ces choses, mais peut-être que quelqu'un a enfin posé les questions que tu aurais dû poser avant de l'épouser. Silence.
puis un son, moitié sanglot, moitié cri. La ligne a coupé. J'ai posé le téléphone et j'ai regardé les lumières du Tage se refléter sur l'eau sombre. À 6000 km de là, son mariage parfait s'effilochait, et je ne ressentais rien d'autre que du soulagement. Je n'ai pas regardé la vidéo avant le lendemain matin. À ce moment-là, elle avait un demi-million de vues. 24 heures plus tard, 3 millions. Internet n'oublie jamais, et il ne pardonne jamais. Je me suis réveillé à 7h de Lisbonne le 21 juillet. Des messages de Camille m'attendaient. C'est partout. Tous les réseaux sociaux, partout. Vues actuelles 487 000 et ça grimpe. J'ai ouvert le lien. Elle a envoyé une vidéo postée par un invité du mariage. Légende, oups, ce toast de mariage vient de mettre fin à un mariage avant qu'il ne commence. La vidéo, le discours entier de Charles, audio professionnellement clair grâce à l'acoustique du lieu. 3 minutes 47 secondes. Le compteur de vues se mettait à jour en temps réel. Les commentaires explosaient. La façon dont il a dit « arrangement créatif ». Imaginez chercher votre mari sur Google pendant la réception. Cet homme a choisi la vérité plutôt que les sentiments, et je respecte ça. Le visage de Valérie à 2h18 quand elle réalise que tout le monde est sur son téléphone. Puissiez-vous recevoir exactement ce dans quoi vous avez investi est la façon la plus polie de dire bonne chance avec ça. À midi, heure de Lisbonne, 1,2 million de vues. Le soir, 3 millions. Des vidéos de compilation sont apparues. Discours de mariage les plus désastreux, mème, visage figé de Valérie, fureur cramoisie de Maxime, expression hébétée de Thomas. Forum en ligne, trouvons ces registres publics mentionnés par Charles. Couverture médiatique, station locale parisienne, blog d'affaires. Camille me tenait au courant de l'effondrement de Maxime. En 24 heures, la brigade financière a ouvert une enquête. Escroquerie en bande organisée. Compte bancaire gelé. Les 3 comptes des restaurants bloqués. Le groupe d'investisseurs, réunion d'urgence, avocats engagés. Les fournisseurs ont exigé un paiement immédiat, menacé de tout couper. L'ancien associé Antoine Weber a amendé sa plainte, ajouté des preuves. En 48 heures, exode massif du personnel des restaurants, 2 des 3 lieux fermés, employés non payés. Les actifs de Maxime, ordonnance du tribunal les gelant en attente d'enquête. Ces réseaux sociaux supprimés, trop tard. Tout archivé partout. Son avocat a publié une déclaration niant vigoureusement toutes les allégations. Maxime lui-même, aucune apparition publique, ne répond pas aux appels. Camille suivait aussi la situation de Valérie. Son agence immobilière, réunion d'urgence à propos de la vidéo. 3 clients ont appelé pour suspendre leur projet. Réseaux sociaux désormais privés, mais les captures d'écran circulent toujours. Amis gardant leur distance, exil social dans les cercles huppés de Paris. Réponse de Valérie, a appelé Camille, paniquée. A blâmé Laurent. Réponse de Camille, papa est au Portugal, maman. Il n'a rien fait. Mais tu aurais dû faire des recherches sur Maxime avant de l'épouser. Le risque légal arrive, Maxime avait offert à Valérie un SUV d'une valeur de 68 000 € un mois avant le mariage. Payé depuis les comptes des investisseurs, traçable. Les investisseurs allaient poursuivre pour le récupérer. Valérie deviendrait probablement une défenderesse, recel d'abus de biens sociaux. 22 juillet, Thomas m'a appelé. Sa voix complètement différente. Petite, tremblante. Papa. Thomas. Les restaurants de Maxime. Ils sont sous enquête. Charge fédérale. Enfin, judiciaire. Le procès dont Charles a parlé. C'est réel. Tout ça. Silence. Mon cabinet m'a convoqué. Ils m'ont demandé quelle était ma relation avec Maxime Delacroix. Ils ont vu la vidéo. Tout le monde l'a vue. Je suis dans cette vidéo, papa, en train de le louer, de l'appeler le modèle du succès. Je sais. Ils me mettent en congé administratif en attendant l'examen, ils remettent en question mon jugement. Mon patron a demandé si j'étais au courant des irrégularités financières avant le mariage. Qu'est-ce que tu leur as dit? La vérité. Que je ne savais pas. Que j'aurais dû poser des questions mais que je ne l'ai pas fait. Longue pause. Tu as essayé de me prévenir.
Tu as dit et vérifie, contrôle les fondations. Je t'ai traité d'amère. Tu n'étais pas. Sa voix s'est brisée. Je suis désolé, papa, pour tout. Pour ne pas avoir écouté, pour t'avoir blâmé, pour... Je sais, fils. Je sais. Nous avons parlé pendant 1 heure. Thomas a posé des questions sur Lisbonne, ma santé, ma vie. J'ai été honnête. Je vais bien. Mieux que bien. Je suis heureux. C'est bien. Tu le mérites. Je suis désolé qu'il m'ait fallu si longtemps pour le voir. Projet, Thomas visiterait Lisbonne une fois que les choses se seraient calmées. Moi, la porte est toujours ouverte. Après avoir raccroché, je suis resté sur le balcon, regardant les bateaux de pêche rentrer au port. Le soleil se couchait, peignant le tage d'ambre et d'or. Mon fils m'écoutait enfin. La vie parfaite de Valérie s'effilochait sous l'examen minutieux. L'empire de Maxime s'effondrait sous son propre poids. Et moi, j'étais à 6000 kilomètres, en bonne santé, libre, et enfin en paix. La justice n'était pas une vengeance. La justice était simplement la vérité enfin autorisée à parler. 18 mois plus tard, juillet 2025. Je suis assis sur le même balcon où cette histoire a commencé. Le Tage n'a pas changé. La ville n'a pas changé, mais tout le reste a changé. Maxime Delacroix a été mis en examen en septembre 2024. 17 chefs d'accusation, escroquerie, abus de confiance, blanchiment d'argent. Son procès a duré 4 semaines en février 2025. Coupable sur tous les chefs. Condamné en mai à 5 ans de prison ferme, sans aménagement de peine. Ses actifs ont été liquidés. Les investisseurs ont récupéré 31 centimes sur l'euro. Il est actuellement à la prison de Fleury-Mérogis. Valérie a été poursuivie par le groupe d'investisseurs en août 2024 pour 385 000 euros, le SUV, et des cadeaux financés par l'argent de la fraude. Elle a fait défaut sur le prêt de la maison en septembre et l'a vendu en novembre pour 1,29 million. Après avoir remboursé les 890 000 euros de dette plus 147 000 euros de frais et pénalités, elle a récupéré 253 000 euros. Moins le procès et les frais juridiques, elle a fini avec 194 000 euros de dette. Elle a déposé un dossier de surendettement à la Banque de France en décembre. Sa carte d'agent immobilier a été suspendue. Elle vit maintenant à Clermont-Ferrand chez ses parents, travaillant comme vendeuse pour un salaire proche du SMIC. Son cercle social s'est dissous. Elle a appelé Camille une fois en mars pour demander de l'argent. Camille a dit non. Thomas est passé par l'examen administratif de son cabinet et a été blanchi de tout acte répréhensible, mais sa réputation a pris un coup. Il a été transféré à l'analyse logistique. Même salaire, moins de prestige. Il a commencé une thérapie en septembre, apprenant à reconnaître la manipulation et à construire des limites. Il m'a rendu visite à Lisbonne en janvier. Nous avons passé une semaine ensemble à parler de Valérie, des schémas de l'enfance. Il m'a dit, j'ai passé toute mon enfance à protéger maman. Je n'ai jamais demandé si tu avais besoin d'être protégé d'elle. En décembre, il a rencontré Nicole, une infirmière pédiatrique, différente de toutes celles qu'il avait fréquentées avant. Authentique, terre à accent grave terre, gentille. Il l'a demandé en mariage en mai et m'a appelé en premier. M'aideras-tu à organiser un mariage à Lisbonne? J'ai dit oui. Camille s'épanouit. 2 promotions cette année, prix régional pour son travail d'audit. Elle appelle chaque semaine. Nous sommes solides. Quant à moi, ma santé s'est complètement transformée. Tension à 11/7. Poids descendu à 75 kg contre 82. Aucune douleur thoracique en 18 mois. Je dors 8 heures chaque nuit. Mon médecin a dit, quoi que vous fassiez, continuez. Mes journées ont trouvé leur rythme. Je nage le matin, je prends le petit déjeuner au café de Pedro. C'est un ami proche maintenant. L'après-midi, je peins. J'ai vendu 2 toiles le mois dernier. Le soir, je suis des cours de portugais. Je peux tenir une conversation maintenant, discuter philosophie et politique, pas juste commander à manger. J'ai construit un petit cercle. Des amis expatriés, des artistes locaux, des voisins. Mon portefeuille a grandi à 912 000 euros, générant 58 000 euros par an, couvrant confortablement mes 42 000 euros de dépenses.
Je ne ressens aucune amertume envers Valérie. Une véritable indifférence. Pas de culpabilité d'être parti. Fierté pour mes enfants. Pas de relation romantique par choix. Je ne suis pas seul. Je suis content. J'ai appris qu'être seul ne signifie pas être incomplet. Valérie a tout perdu, elle qui m'avait échangé. Maxime a perdu sa liberté par ses choix. Thomas a appris des leçons difficiles et est devenu plus fort. Camille est restée fidèle à elle-même. Les gens demandent si je suis heureux. La question semble trop petite. Je suis en paix parce que je me suis choisi quand tout disait que je ne devrais pas. La justice n'est pas la vengeance. C'est la vérité enfin entendue. Être seul n'est pas de la solitude quand on est enfin complètement, indéniablement libre. Avec le recul, je réalise que j'ai passé 30 ans à me faire plus petit, croyant que le sacrifice signifiait l'amour. J'avais tort. Dieu nous a donné une vie, un corps, un esprit. Et quand nous laissons les autres détruire ces cadeaux, nous ne sommes pas nobles. Nous trahissons notre propre but. Ne soyez pas comme moi. N'attendez pas un infarctus pour entendre ce que votre âme sait déjà. Ne gâchez pas des décennies à espérer que les choses changeront par magie. Elles ne changeront pas. Aide-toi et le ciel t'aidera. Et parfois, l'acte le plus fidèle est de s'éloigner de ce qui vous tue. La leçon que j'ai apprise trop tard, la vérification n'est pas du cynisme. C'est de la sagesse. Que ce soit un mariage, un partenaire commercial ou une promesse, vérifiez les fondations avant de bâtir votre vie dessus. Les registres publics ne mentent pas. Les motifs ne mentent pas. Les avertissements de votre corps ne mentent pas. Écoutez-les. La vérité parle à travers les faits, pas à travers les façades que nous voulons désespérément croire. Ces histoires de grand-père ne sont pas juste du divertissement. Ce sont des avertissements enveloppés dans un récit. Chacune porte des leçons que j'ai payées avec des années de ma vie. C'est pour ça que les histoires de grand-père comptent. La sagesse que notre génération a gagnée à la dure, pour que la vôtre n'ait pas à le faire. Si cela a résonné en vous, laissez un commentaire. Partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Abonnez-vous pour plus d'histoires qui défient et transforment. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Je vous vois. Petite note, les prochaines histoires peuvent contenir des éléments romancés à des fins éducatives. Si ce n'est pas pour vous, explorez d'autres contenus. Mais si vous êtes prêt pour plus de vérité et de leçons, je vous verrai dans la prochaine.